Vous voyez, tout le monde crie au génie pour Star Platinum ou The World. Alors c'est sûr, balancer des patates à la vitesse de la lumière en arrêt dans le temps, ça en jette. Mais pendant qu'on glorifie les gros bras du cast, il y a toute une fratrie de stands totalement snobés par les fans. Pourtant, certains d'entre eux ont un potentiel stratégique monstrueux. Mais comme ils n'ont pas le flow de Joe ou la mâchoire carrée de Jotaro, souvent ils finissent relégués au rang de simples figurants. Alors, tout le monde le méprise, mais genre vraiment, hein. Ah ouais, c'est le moustique chelou de l'épisode dans l'avion. Voilà comment Tower of Grey est résumé par 90% des fans. Pourtant attention, ce stand, s'il était contrôlé par un manieur un peu plus vicieux et scénaristiquement utile, il pourrait coller des sueurs froides à même Dio lui-même. Je déconne pas, ce scarabée kamikaze est capable quand même d'esquiver les rafales de Star Platinum, et ça tout en dansant au milieu des émeraudes splotch de Kakyoin. On parle quand même d'un truc qui perce des crânes comme du beurre et arrache des langues sans qu'on ait le temps de dire aura. Et puis il a quand même assez de précision pour pouvoir écrire un mot avec du sang. Bon, le seul truc c'est qu'il s'est fait éliminer super rapidement par Kakyoin et son stand. Sauf que si on remet les choses en perspective, Star Platinum, à ce moment-là, a déjà un niveau digne d'un boss de fin. Il attrape une balle à bout portant et voit le temps au ralenti. Et malgré ça, il galère à capturer Tower of Grey. Faut quoi de plus en fait? Un stand qui est littéralement un insecte, qui va plus vite qu'un missile, qui tue en un coup et qui est quasi impossible à viser. Si ça c'est pas sous-coté, c'est criminellement ignoré en tout cas. Bon, il est de bon ton de bâcler Hierophant Green comme le tireur d'émeraude du pauvre. Une sorte de Pokémon spectre plante avec 0 charisme et 3 attaques en boucle. Sauf que dans les faits, ce stand est probablement l'un des plus polyvalents et tactiques de la partie 3. Un vrai cauchemar pour quiconque prendrait le temps de réfléchir 2 secondes. D'abord, c'est le premier stand à longue portée de tout Jojo, capable d'agir à plus de 100 mètres de son manieur, en servant aussi bien de drone de reconnaissance que d'armes sournoises. Kakyoin peut littéralement voir à travers ses yeux, ce qui en fait un espion de luxe dans un groupe où les autres sont aveugles dès qu'il dépasse 3 mètres. Au combat, son corps serpentiforme lui permet de se désarticuler en filaments invisibles, fait pour infiltrer, piéger ou esquiver les attaques. On l'a vu résister à Death 13 dans un rêve et poser un réseau de fils sensoriels contre Joe lui-même, avec une finesse de mise en scène digne d'un piège de Hunter x Hunter. Et puis il y a cette capacité sale, contrôle de l'anatomie. Oui, il peut s'insinuer dans le corps d'une victime et la manipuler comme un pantin, littéralement. Si on veut voir une possession démoniaque, c'est lui qu'il faut aller voir. Bref, Hierophant Green, c'est pas juste du bling bling vert fluo, c'est une arme à distance, un capteur, un parasite et un sniper tout en un. Et qu'on continue de l'ignorer, ou du moins de le sous-estimer, c'est limite criminel en fait. Et tout, mine de rien, c'est quand même la mitraillette ultime parmi les stands. Hein. Le mec se croit parfois dans Call of Duty, clairement. Au premier abord, on dirait un boss secondaire random d'un épisode de Scooby-Doo. Bon, d'accord, c'est vrai. Un mec louche, un bateau, une ambiance poisseuse, et bim, un stand qui ressemble à un poisson mutant sous acide. Pendant longtemps, je l'ai moi-même rangé dans la même boîte que les stands de remplissage. Cool visuellement, et encore, mais creux. Grosse erreur. Blue Moon a 2 atouts que pas mal de stands de la partie 3 aimeraient avoir. Déjà, ses écailles. Elles ne sont pas juste là pour faire joli. Elles sont littéralement capables de pulvériser une turbine de bateau. C'est pas une défense, c'est une arme de guerre. Ensuite et surtout, les balanes vampiriques. Là, c'est le cauchemar. Ces bestioles s'accrochent à leurs victimes sans prévenir, immobilisant même Star Platinum, et pompent leur énergie pour la filer direct à leur maître. Plus elles restent, plus elles collent leurs victimes, et plus elles deviennent une réserve ambulante pour ce foutu stand aquatique. Alors non, Dark Blue Moon ne va pas tenir tête à Dio, c'est certain, mais pour un mec moyen dans l'eau, il est flippant, sournois et bien plus dangereux qu'on se l'imagine. Judgment n'a pas besoin de frapper fort pour être terrifiant, même si en prime, il encaisse les coups de Silver Chariot sans sourciller. Sa puissance physique est réelle, mais elle n'est qu'un leurre, un piège dans le piège, car ce stand fonctionne comme une entité sadique qui se nourrit des désirs et des regrets de ses victimes pour mieux les manipuler. Ce n'est pas un combattant frontal, c'est un metteur en scène du traumatisme, un bourreau déguisé en bienfaiteur. Son pouvoir de matérialisation permet de créer des doubles d'êtres chers ou d'objets convoités, avec un réalisme glaçant. Les reproductions en argile imitent parfaitement la voix, les souvenirs, l'apparence, jusqu'au moment où elles révèlent leur nature monstrueuse. C'est là toute la cruauté de Judgment. Il pousse ses cibles à croire qu'un miracle s'accomplit, avant de les briser émotionnellement. Contre Polnareff, il manipule le deuil de sa sœur et la culpabilité liée à la mort supposée d'Abdul. Ces simulacres de chair et de souvenirs deviennent alors des armes psychologiques létales. Là où d'autres stands cherchent à dominer physiquement, Judgment enfonce la lame dans le cœur et l'esprit. Une entité froide, populatrice, qui transforme les failles émotionnelles en instruments de mort. Une cruauté déguisée en vœu exaucé.
Alors, souvent perçu comme un simple pyromane de service, Magician's Red était en réalité l'un des stands les plus complets et redoutables de Stardust Crusaders. Sa réputation de bourrin flamboyant cache une palette d'aptitudes bien plus raffinée qu'un simple Crossfire Hurricane. Oui, c'est vrai qu'il balance des croix de feu par la bouche. Oui, il peut réduire un ennemi en cendres, mais il est surtout un stand de domination stratégique. D'un point de vue physique, il fait déjà le ménage. Là où Silver Chariot échoue à entamer l'armure de Judgment, Magician's Red la pulvérise d'un simple coup de pied. Sa vraie force, cependant, réside dans sa pyrokinésie avancée. Abdul peut générer et manipuler ses flammes comme une extension de sa volonté. Changement de trajectoire, d'intensité, d'effet destructeur et même de forme. Il peut les faire exploser à distance, les modeler en corde pour paralyser l'ennemi, ou brûler l'oxygène autour d'un adversaire pour l'asphyxier. C'est de l'alchimie tactique, pas juste un feu de joie. Ces flammes étant issues d'un stand, elles sont invisibles au non-utilisateur, ce qui les rend encore plus dangereuses. Et comme si ça ne suffisait pas, il dispose aussi d'un radar thermique, capable de repérer la moindre respiration dans un rayon de 15 mètres. Même en terrain connu, Magician's Red peut traquer, piéger et annihiler. Alors oui, l'eau l'affaiblit, mais au sommet de ses capacités, dans un espace ouvert, il devient une véritable incarnation divine du feu, rapide, précis et létal. En fait, ce n'est pas juste un lance-flamme, c'est bien plus que ça. Alors, Emperor pourrait passer pour l'un des stands les plus simples de Stardust Crusaders. Une arme à feu, point. Mais ce serait ignorer le véritable potentiel de ce revolver surnaturel, qui transforme chaque balle en missile téléguidé, capable de danser autour des pièges les plus complexes. Le cœur de sa dangerosité, c'est évidemment la trajectoire contrôlable de ses projectiles. Les balles ne filent pas en ligne droite. Elles tournent, reviennent, contournent, serpentent dans des conduits étroits à l'aveugle, très classibles comme un prédateur. All Horse peut même leur faire des figures autour d'une lame en mouvement. On ne parle pas ici d'un tireur chanceux, mais d'un artiste du ricochet létal. À cela s'ajoute une capacité plus discrète, mais diablement efficace. L'invocation instantanée. Emperor apparaît directement dans sa main, ce qui permet à All Horse de dégainer plus vite que son ombre et de tenter des attaques surprises sans préparation apparente. Bien sûr, sa portée reste limitée, et en solo, All Horse compense par l'alliance et la ruse. Mais bien utilisé, ce stand devient un cauchemar à esquiver. On peut d'ailleurs un peu le comparer à Sex Pistols, bien qu'il soit quand même très différent dans la manœuvre, puisque All Horse contrôle directement la trajectoire des biales via sa volonté. C'est précis, stylisé, mais solitaire. Chaque tir est une danse aérienne maîtrisée, mais c'est All Horse qui fait tout le boulot mental. Il est donc rapide à dégainer, mais demande une attention constante pour chaque projectile. Sex Pistols, lui, en revanche, c'est 6 petits punks numérotés. Sauf le 4, hein, on n'est pas fou non plus. Chacun avec une personnalité propre. Il ne crée pas les balles, il les redirige après le tir. Ista se contente de tirer, et eux font le reste. Ricochet, courbe, contre-attaque imprévue. L'avantage, une adaptation en temps réel, une intelligence collective et une gestion autonome. L'inconvénient, ce sont des sales gosses parfois imprévisibles et capricieux, donc pas toujours fiables à 100%. En clair, pour comparer un peu les deux, Emperor est plus rapide à sortir, plus discret, mais limité par la concentration du manieur. Sex Pistols, lui, est plus chaotique, plus efficace en rafale et bien plus difficile à lire. Si on devait les opposer, en fait, ça jouerait comme dans la plupart des combats de Jojo, ça se jouerait sur le QI des manieurs. Donc, qui selon vous l'emporterait entre All Horse et Mista, tiens? Dites-le moi un peu dans les commentaires. D'ailleurs, la différence flagrante, c'est que Emperor, d'après Araki, n'a jamais été pensé comme un stand à la Mista. Emperor, par exemple, n'a littéralement aucune limite de munitions. Et Araki l'a clairement dit, tant que All Horse n'est pas fatigué, il peut tirer indéfiniment. C'est aussi pour ça que le pouvoir de viser et diriger les balles était si libre, au point qu'Araki admet qu'il a un peu perdu le contrôle du concept au fil des chapitres. Franchement, on ne parle pas assez de ce stand. Non mais sérieusement, Oli Kujo possède probablement l'un des stands les plus sous-estimés de toute la partie 3. Déjà, il est tellement puissant que le simple fait de le manifester menace sa vie. Un pouvoir trop pur pour ce monde, au point qu'il l'a mise en PLS à 42 fièvres sans rien faire. Si ça c'est pas de la puissance brute, je sais pas ce que c'est. Même Joe, hein. Pourquoi vous pensiez qu'il était dans l'ombre, à se cacher? C'est pas contre Jotaro ou contre l'équipe, c'est parce que le stand de Oli se manifestait en fait. Un stand qui file la grippe, c'est pas n'importe quoi. Il transcende le concept de combat. On est au-delà du stand offensif ou défensif. Là on parle d'un stand passif-agressif. Une aura tellement douce qu'elle devient létale par gentillesse. Il a même le pouvoir unique de traverser les autres stands, pour mieux le faire comprendre qu'ils ne sont rien à côté de lui. Et en plus, il donne de super bons fruits, sucrés comme il faut. Bon, ok, je déconne. Ce stand est une blague, il sert à rien. Il a mis KO parce qu'elle n'a aucune volonté. Peut-être qu'on pourrait lui donner un nom, je sais pas, la fièvre du samedi soir, pourquoi pas. Ou Fever, d'Elvis Presley, pourquoi pas. C'est des références au rock. Si vous avez un autre nom, d'ailleurs, je prends.
Alors sur le papier, littéralement pour le coup, Hoth n'a aucun intérêt en combat. Pas de poing, pas de feu, même pas un regard méchant, badass, juste un carnet de croquis qui aurait pu être dessiné par un enfant en phase terminale, on sait pas trop. Bref, et pourtant, ce gribouilleur de l'apocalypse est l'un des stands les plus sous-cotés de la partie 3. Grâce à lui, Wingo et Hot Horse ont failli buter l'équipage Joestar à 2 reprises, avec des pièges de Looney Tunes, certes, mais ils ont failli. C'est dire la marge de manœuvre qu'offre ce pouvoir. Hoth prédit l'avenir, point. Et quand il dit que ça va se produire, ça se produit. Mais comme tout bon oracle tordu, il ne dit jamais comment. Résultat, les protagonistes se retrouvent à se faire piéger par des malentendus cosmiques et des retournements plus absurdes les uns que les autres. Explosion de visage, c'est pas Jotaro, c'est Wingo déguisé. Une femme frappée, oui, mais pour la sauver. Les détails, en fait, à toi de les deviner. Le vrai drame, c'est que ce pouvoir est implacable, mais ultra casse-gueule à utiliser. Une mauvaise interprétation, et la prophétie se retourne contre son porteur. Même une seconde de décalage dans l'exécution, et Hoth trouve un moyen sardonique de te punir. Bref, c'est un stand de troll, c'est sûr. Redoutable, mais uniquement si on est prêt à souffrir d'un karma instantané, illustré façon bande dessinée foireuse. Et au final, c'est un peu ça le truc. Aucun stand n'est vraiment pété en soi. Même les stands qui paraissent cheatés sur le papier dépendent entièrement de l'ingéniosité et de leur manière. Araki, en grand Manitou qu'il est, n'a jamais voulu qu'un pouvoir fasse tout le taf à la place du perso. Il a toujours préféré l'imprévu, la tension, le contournement. C'est pour ça qu'on a vu des mecs comme Polnareff briller avec un stand au gameplay aussi droit que sa coupe de cheveux, pendant que des types avec des dons potentiellement monstrueux se faisaient sortir comme des bleus. Dans Jojo, le vrai pouvoir, c'est pas le stand en soi, c'est ce qu'on en fait. On peut avoir un dieu comme stand, mais si on a le cuit d'un cactus, on finira au fond du Nil. Jojo n'a jamais été un shonen où le plus gros laser gagne. C'est un monde où même un singe avec un bateau peut tuer. Alors je sais pas s'il peut battre 100 hommes à la bagarre, mais en tout cas je sais qu'il peut vraiment mettre en difficulté Jotaro et sa team. Voilà ce que dit Araki sans le dire. Tous les stands sont dangereux, tant qu'ils sont entre de bonnes mains, ou de sales mains, ça dépend. Bref, gloire à Jojo, et gloire au stand.